Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'École pratique des hautes études Ondes de Sciences. Aujourd'hui, nous accueillons Francis Eustache, chercheur en neuropsychologie et imagerie cérébrale. Vous dirigez des recherches au laboratoire neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine de l'INSERM à l'Université de Caen et êtes enseignant à l'EPHE. Nous allons aujourd'hui voir comment se définit la mémoire, quel est le rôle des émotions au travers de la mémoire et comment un événement traumatique peut-elle l'impacter. Merci beaucoup. Pour commencer, nous pouvons peut-être définir ce qu'est la mémoire. Bien, merci tout d'abord pour cette présentation, pour cette invitation. Alors définir la mémoire, c'est à la fois très simple, je vais commencer par là, et puis c'est en même temps complexe, et donc il faudra toute une émission en fait pour définir la mémoire, commencer à définir la mémoire. Donc la mémoire, d'abord je vais parler de la mémoire individuelle, parce que je suis psychologue, donc je m'intéresse à un individu ou à des individus. La mémoire, c'est une fonction mentale qui permet d'enregistrer, de conserver, plus ou moins durablement, et de rappeler des informations. Alors ce terme d'information renvoyant à des choses extrêmement diverses. Ça peut être un événement, mais ça peut être une connaissance générale sur le monde, sur soi. Ça peut être un savoir-faire. Donc oui, ce terme d'information est très très général. Voilà, on peut définir la mémoire comme ça, et puis on verra que c'est un petit peu plus compliqué. Alors vous parlez de mémoire individuelle, mais quand on pense aux mémoires individuelles, on pense automatiquement un peu à la mémoire collective. Et quel est le lien entre ces deux mémoires-là ? C'est un vaste sujet qui est passionnant. Donc c'est vrai que moi, en tant que psychologue, quand on me pose la question sur qu'est-ce que c'est que la mémoire, je définis la mémoire individuelle. Et ça correspond à une certaine réalité, à savoir que ma mémoire, elle est différente de votre mémoire, elle est différente de la mémoire des personnes que je connais pourtant bien, qui vivent avec moi dans ma famille, parce qu'on a une façon de voir les choses, on ne vit pas tout à fait les mêmes événements. Et donc s'immisce là cette notion d'une mémoire qui est en partie partagée. C'est-à-dire c'est la dimension communicative de la mémoire. On communique entre individus, comme on le fait tout de suite, ou en petits groupes, sous la forme également de réseaux d'intérêt. Et à partir de là, on va fabriquer un savoir en partie commun. Donc c'est une des dimensions de la mémoire collective, et on voit qu'elle est très proche de la mémoire individuelle, parce qu'il y a vraiment une connexion forte entre les unes et les autres. Et puis cette mémoire collective, tous les auteurs ne sont pas d'accord sur les définitions, l'organisation même de ces mémoires collectives, mais ces mémoires collectives, elles ont différentes strates, différents types de fonctionnement. Là, ce que je viens de décrire, c'est plus un fonctionnement du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'on part de l'individu, puis l'individu il s'immisce dans des groupes plus ou moins grands, il interagit avec ces groupes, donc il a une influence sur le groupe, et le groupe a une influence aussi sur lui. Et puis au-delà, on peut définir une mémoire plus culturelle, qu'on appelle aussi mémoire sociale, où là, les individus isolés ont un rôle beaucoup plus faible, sauf les leaders d'opinion, les personnes très connues qui peuvent influencer cette mémoire collective, mais c'est plus une mémoire qui va agir sur les individus, parce que ces individus appartiennent à une certaine culture. Donc voilà, très schématiquement, c'est cette organisation entre une mémoire individuelle, une mémoire partagée, et puis une mémoire sociale. Quelle est la place que prennent les émotions qu'on ressent quand on crée une mémoire ? Alors, les émotions ont un lien très, très fort avec la mémoire. On pourrait dire que très schématiquement, si je vis un événement sans émotion, j'ai très peu de chances de retenir cet événement, parce que mon esprit, mon cerveau, les deux à la fois vont considérer que tout ça n'est pas très intéressant, et le risque c'est que j'oublie très vite ce qui vient de se passer. Par contre, si la situation est émotionnelle,
que ce soit une émotion d'ailleurs positive, négative. Des messages vont être donnés dans mon cerveau entre les régions qui sont impliquées dans les émotions et les régions qui sont impliquées dans la mémoire, qui sont très proches en fait les unes des autres. Et si l'événement que je vis est émotionnel, je vais avoir tendance à conserver une trace de cet événement. Ça ne veut pas dire que je vais tout conserver, mais je vais conserver une trace. Alors ça, cette vision des choses, ça marche jusqu'à un certain point, jusqu'à, disons, une émotion, on peut dire une émotion forte. Oui, une émotion forte. Donc j'ai conservé cette émotion parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis au-delà, alors si l'émotion est exacerbée, donc là on rentre dans une zone différente qui est ce qu'on peut appeler la mémoire traumatique. Donc là je suis dépassé par la situation, j'ai du mal à faire face. Soit manifestement on en veut à mon intégrité corporelle, ou je vis une situation qui met en jeu quelqu'un qui est devant moi, je ne peux pas agir de façon adaptée à cette situation. Et donc là, les messages qui sont transmis à mon cerveau sont différents, et cette émotion exacerbée va perturber le fonctionnement de la mémoire. Donc avec une appréhension de la scène qui est en fait parcellaire et désorganisée, c'est-à-dire que je vais beaucoup moins mémoriser le contexte général de la scène, et mon attention va se focaliser sur certains éléments de la scène. Par exemple un bruit, une odeur, un élément visuel. Mais vous voyez, ce n'est pas une scène qui est construite comme dans un souvenir. Un souvenir, il y a beaucoup de choses, il y a le contexte, où ça se passe, quand est-ce que ça se passe, les couleurs, les gens qui sont là, l'émotion du moment, tout ça c'est un souvenir normal, j'ai envie de dire. Alors que dans la situation traumatique, tout est désorganisé. Donc ça a comme conséquence que ce qui va rester de cet événement traumatique, ce sont des éléments un peu disparates, qui vont ressurgir à la conscience de la personne ultérieurement, sous la forme non pas de souvenirs, mais sous la forme d'intrusions. Alors les intrusions sont des éléments qui appartiennent à cet événement traumatique, et qui sont vécus de façon un peu disparate, c'est-à-dire ces images reviennent sans que la personne maîtrise vraiment la survenue de ces images, et ces images, elles sont vécues à nouveau comme si elles survenaient au présent. Vous voyez, ce qui est bien différent d'un souvenir, parce qu'un souvenir, même si on a l'impression de le revivre, c'est une façon de dire, on a une façon de le revivre, parce qu'on sait qu'il appartient au passé. Ce que j'ai fait samedi soir dernier, si je me souviens de ce que j'ai fait samedi soir dernier, si je retrouve la scène de samedi soir dernier, ben je sais que c'est le passé. Alors que les intrusions, le blessé psychique, c'est vraiment le bon terme, qui revoit ces intrusions, il les voit comme si elles étaient à nouveau présentes. Donc vous voyez, c'est une grande différence. Et la grande différence, c'est que ces intrusions, c'est très difficile de s'en débarrasser en quelque sorte. Et elles n'ont pas la même dynamique que la dynamique d'un souvenir, au sens habituel du terme. Le souvenir, il va avoir tendance à s'amenuiser au fil du temps, sauf s'il est réactivé, si on le raconte souvent, ou si on en parle avec d'autres. Alors que les intrusions, elles ont tendance à rester relativement stables, et si elles restent stables après un certain temps, la personne a besoin d'être aidée, parce qu'elle va développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Ces intrusions, c'est un peu le cœur du syndrome de stress post-traumatique. D'accord. Et ce syndrome-là, qu'est-ce que le patient va déclarer par rapport à ces événements-là ? Alors, ce trouble de stress post-traumatique, il peut survenir dans des contextes variés. On pense aux attentats, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être un accident, une catastrophe naturelle. Vous voyez, il y a des tas de situations qui peuvent conduire à un trouble de stress post-traumatique. On va considérer vraiment le trouble de stress post-traumatique si les intrusions, qui sont au cœur du syndrome, surviennent encore 1 mois après l'événement traumatique. Auparavant, on va parler de stress aigu, comme si c'était une réaction un peu normale, en quelque sorte,
à cette situation traumatique. Et après un mois, on parle de troubles de stress post-traumatique, avec souvent au cœur du syndrome ces intrusions. Et puis un deuxième élément qui est très important, c'est le fait que la personne va essayer d'éviter des situations qui lui rappellent peu ou prou l'événement traumatique. Par exemple, si l'événement traumatique s'est passé dans un lieu clos, la personne va éviter les lieux clos, les salles de spectacle, les moyens de transport, et des situations comme ça, ou des endroits où il y a certains bruits qui lui rappellent les bruits qu'il a entendus pendant l'événement traumatique. Alors, ce mécanisme qui pourrait, dans un premier temps, être protecteur, c'est-à-dire le protéger des intrusions, peut devenir à son tour un symptôme, parce que la personne va avoir tendance à s'enfermer, à se couper un peu du monde, et se couper, y compris des personnes qui pourraient l'aider. Parce que le lien social est très important dans les suites du fait de vivre un événement traumatique, tel que je l'ai décrit. Et donc l'évitement crée en quelque sorte une espèce de carapace qui fait que la personne va rester murée avec ses souffrances et ses intrusions. Et puis derrière tout ça, il y a d'autres manifestations du trouble de stress post-traumatique. La personne a souvent des réactions exagérées de peur. Et puis il y a souvent des comorbidités à type de dépression, à type d'addiction, etc., qui peuvent aussi accompagner. Il y a beaucoup de formes en fait de ce syndrome qui correspondent à des événements qui peuvent être aussi très différents. Est-ce que c'est un événement traumatique unique? Est-ce que ce sont des événements qui se sont répétés, par exemple, au cours de l'enfance? On pense aux abus sexuels pendant l'enfance. Donc ça va produire des conséquences qui sont différentes. Et puis ça dépend aussi de la personne. C'est vraiment... le traumatisme, c'est une rencontre entre une personne, un événement, donc une personne avec son passé, avec ses capacités de défense, et puis un environnement aussi, qui va être plus ou moins protecteur, qui va plus ou moins aider la personne à dépasser cette situation traumatique et ses conséquences. D'accord, merci. Et pour étudier ces traumatismes, il y a quel moyen de les étudier sur le long terme? Comment vous, dans vos recherches, vous travaillez là-dessus Alors, c'est un sujet d'étude assez difficile, parce que les personnes qui en sont victimes sont des personnes qui souffrent, et donc il faut un cadre médico-social adapté. Donc ce sont des travaux que nous avons faits avec, y compris des jeunes femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Ce sont des études qui sont difficiles à mettre en place. Et puis nous avons travaillé plus largement, nous travaillons toujours encore sur un grand programme qui s'appelle 13 novembre, où nous avons pu bénéficier de moyens importants pour mettre vraiment en place une grande étude sur de grandes cohortes de personnes qui ont vécu le même événement, ou pratiquement le même événement, même si ce n'était pas dans les mêmes conditions. Et c'est une étude en plus qui est longitudinale. Donc nous recueillons des données pendant 10 ans, avec un temps d'analyse derrière, donc ce qui fait en tout un programme de recherche qui s'étale pendant 12 ans. Donc ce cadre-là est propice pour comprendre différents effets d'un événement potentiellement traumatique, en tout cas qui a été traumatique pour certaines personnes, et puis qui a eu des répercussions sans pour autant qu'on puisse parler de traumatisme dans la population générale. Et l'originalité de cette étude, c'est d'essayer de comprendre les interactions entre la construction des mémoires individuelles et la construction des mémoires collectives, et comment ces différentes strates de mémoire interagissent les unes avec les autres au fil du temps. C'est vraiment l'originalité de ce programme. Alors, comment on a fait? Bon, déjà, ce programme il a été mis en place par des chercheurs qui avaient déjà travaillé ensemble sur d'autres projets, donc qui avaient l'habitude de travailler ensemble.
Donc c'est un programme que j'ai mis en place avec un historien qui s'appelle Denis Péchanski, puis avec d'autres collègues, soit de l'INSERM, soit de l'École pratique des hautes études, des jeunes chercheurs et des jeunes enseignants-chercheurs, et ensuite beaucoup de collègues nous ont rejoints. Alors nous avions travaillé sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale avec le musée mémorial de Caen. Donc nous avions fait des travaux assez originaux sur ce sujet, en montrant que la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale s'immisce en fait dans le cerveau des personnes. On a cette mémoire dans notre tête en quelque sorte. Et on a visualisé cette mémoire avec l'imagerie par résonance magnétique, une technique d'imagerie cérébrale. Et puis nous avions travaillé également avec William Hearst, qui est un psychologue de la New School à New York, qui a travaillé sur le 11 septembre et qui avait envoyé des questionnaires à un grand nombre de personnes, à plusieurs reprises, à 4 reprises précisément, pendant 10 ans, à des Américains. Et donc nous avons pu travailler avec lui, avec une étudiante d'ailleurs qui était à l'EPHE à l'époque, Fanny Degeil, et nous avons publié un travail avec lui sur le devenir des souvenirs du 11 septembre d'un certain nombre de personnes qui avaient rempli ces questionnaires à 4 reprises. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'avant le 13 novembre 2015, nous avions ces méthodes de travail, nous avions aussi ces concepts que nous maîtrisions les uns les autres, et ça nous a permis d'être assez convaincants avec nos institutions, que ce soit l'INSERM, le CNRS, l'École pratique des hautes études et beaucoup d'autres institutions, des collectivités territoriales et puis des ministères et le pouvoir politique, puisqu'on a pu bénéficier d'un financement important dans le cadre du programme Investissement d'avenir. Et ce financement, enfin la grande partie du financement a été signé par le Premier ministre, qui était Manuel Valls à l'époque, le 12 avril 2016. Donc dès le 12 avril 2016, donc en fait peu de temps après les attentats, nous avons pu démarrer ce grand programme de recherche avec plusieurs études coordonnées que je ne peux pas toutes décrire là, mais il y avait à la fois des études d'épidémiologie, une étude qui est assez centrale, qui s'appelle l'étude 1000, où on suit une cohorte de 1000 personnes, ce qui est considérable, 1000 personnes qui bénéficient d'entretiens filmés par l'INA, par l'Institut national de l'audiovisuel. Ces entretiens sont ensuite retranscrits sous forme speech-to-text pour faire des analyses ensuite textométriques de ces entretiens, qui sont des entretiens extrêmement riches et qui ont été conçus de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on les a construits à la fois sur des bases psychopathologiques, sur des bases sociologiques, historiques. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment que ces entretiens puissent ensuite être mis à la disposition de chercheurs d'horizons extrêmement divers. Ça peut être des sciences politiques, ça peut être des sciences humaines et sociales, des neurosciences. Et c'est un peu la base du programme. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces 1000 personnes, au premier temps de l'étude, c'est à peu près 1500 heures d'entretien. Vous voyez, c'est un corpus absolument considérable qui va devenir, au bout de 10 ans, patrimoine de la nation, donc qui sera aux archives de France. Donc il y a cette dimension aussi patrimoniale qui est assez intéressante au plan des relations justement entre les différents types de mémoires que nous évoquions au début de notre entretien. Parce qu'en fait, ces différentes mémoires individuelles du 13 novembre vont contribuer en fait quelque part à la construction de la mémoire collective officielle, puisque ça rentre dans le patrimoine de la nation. Bon, c'est juste un petit clin d'œil peut-être à une des nombreuses particularités de ce programme. Donc le principe, ce sont des examens qui vont être répétés, ces entretiens ils vont être répétés. Donc la première phase a eu lieu en 2016, deuxième phase en 2018, troisième phase en 2021, et puis il y aura une quatrième phase en 2026. Donc ça c'est l'étude 1000. Et puis à côté de ça, il y a l'étude qui s'appelle Remember, qui se passe à Caen, dans mon laboratoire, et c'est une étude ancillaire de l'étude 1000. Alors, ancillaire, ça veut dire que c'est une partie
des 1000 personnes qui viennent à Caen pour des examens, cette fois-ci, biomédicaux. C'est-à-dire à la fois des examens psychopathologiques qui vont conduire potentiellement à un diagnostic de troubles de stress post-traumatique, bon, pas pour toutes les personnes, mais pour certaines d'entre elles. Donc, psychopathologie, neuropsychologie, c'est-à-dire qu'on étudie la mémoire de ces personnes avec des outils dédiés de neuropsychologie. Et puis, il y a toute une partie aussi en imagerie par résonance magnétique, en imagerie cérébrale, donc qui est aussi répétée à plusieurs temps. Donc, ça nous permet d'avoir des données extrêmement complètes, d'avoir ces longs entretiens qui nous donnent beaucoup de renseignements sur le devenir de la mémoire de chaque individu, même si ensuite on peut traiter ces données collectivement. Et puis on a aussi donc ces données biomédicales qui nous renseignent sur la construction des mémoires de ces personnes, sur comment ces mémoires évoluent au fil du temps, au fil des différentes phases, et puis comment leur cerveau également évolue. Donc un premier travail a été publié dans Science sur la première phase, où on montre pour la première fois les aspects physiopathologiques des intrusions. On montre comment les intrusions surviennent chez des personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique et l'incapacité en fait des personnes qui souffrent d'un tel syndrome pour chasser les intrusions de leur conscience. Alors que les personnes qui ont développé des mécanismes de résilience sont au contraire capables de chasser ces intrusions. Donc ça, on l'a décrit extrêmement précisément. Et puis dans les phases qui suivent, on montre l'évolution de ces personnes en fonction de différents paramètres qui sont à la fois intrinsèques, mais qui sont aussi liés à l'environnement de ces personnes. J'insiste beaucoup sur le fait que ça, c'est une dimension très très importante. Voilà, je ne peux pas résumer toutes les études. Il y en a une autre qui est aussi très, très intéressante parce qu'elle met le doigt sur l'évolution de la mémoire collective. C'est le travail qui est fait en partenariat avec le CREDOC. Le CREDOC, c'est cette institution on dit souvent qu'il prend le pouls des Français dans différents domaines. Des domaines sociaux, des domaines de la santé. Et nous avons pu injecter des questions concernant les attentats dans cette grande enquête du CREDOC qui suit les patients au long cours. Et bon, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit à la fois la mémoire, cette fois-ci de la population française, que c'est sur un grand échantillon de personnes représentatives de la population française. Ce ne sont pas les personnes qui sont choisies comme dans l'étude 1000 ou dans l'étude Remember que j'ai mentionné précédemment. Et là, on voit la place, par exemple, du 11 septembre, qui devient un attentat majeur. On voit l'effet, par exemple, du procès du 13 novembre, qui va avoir comme conséquence de rehausser cette mémoire du 13 novembre. Comment les autres attentats vont se positionner les uns par rapport aux autres. Et puis également, on a des informations, même à l'intérieur du 13 novembre, sur la place de certains lieux, par exemple le Bataclan qui devient omniprésent, et puis d'autres lieux qui ont tendance à être oubliés progressivement. Donc ça, c'est très important, c'est presque un outil pédagogique, parce que ça nous montre comment fonctionne la mémoire, presque malgré nous, que ce soit les mémoires individuelles, que ce soit les mémoires collectives. Et le message qu'on fait passer là-dessus, c'est qu'au contraire, il ne faut pas oublier. Et quand on parle du 13 novembre, il faut parler certes du Bataclan, mais il faut parler des terrasses, il faut parler des abords du Stade de France, pour que les victimes se sentent reconnues par la société, par la population générale. C'est la même chose pour les attentats de janvier. On parle souvent de Charlie Hebdo, à juste titre, on parle de Charlie Hebdo, mais il ne faut pas non plus oublier Hypercacher, il ne faut pas oublier la policière de Montrouge. Donc le travail de la mémoire, c'est toujours un travail de simplification, de concaténation, de sémantisation. Vous voyez, on aboutit à des événements assez généraux, mais quand il y a des personnes incriminées, il faut essayer de faire en sorte que cette mémoire, elle reste juste. Donc c'est aussi notre rôle en tant qu'enseignant ou quand on échange avec des journalistes de repréciser ces points-là. À montrer que le souvenir, il faut le considérer dans son ensemble.
Donc voilà pour ce travail sur le 13 novembre qui est un travail assez emblématique, qui a comme autre caractéristique de mettre en synergie les sciences sociales et les sciences biomédicales. Et ça, c'est extrêmement intéressant, vraiment de le faire comme ça à grande échelle et de le faire sur un temps long. On a souvent des bribes de données. Quand on fait une étude sur le trouble de stress post-traumatique, souvent on a une cohorte qu'on étudie à un moment donné. On compare des personnes qui ont vécu un traumatisme à des personnes qui n'ont pas vécu de traumatisme. Là, on a une cohorte qui est beaucoup plus grande et avec des personnes qui ont été confrontées de façon différente au traumatisme. Donc, selon la place des personnes, on voit les effets. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on voit aussi des personnes parfois confrontées de façon très stricte exactement à la même situation. Certaines vont développer le traumatisme, d'autres au contraire vont développer des mécanismes de résilience. Donc là aussi, c'est une information qui est très nouvelle, puisqu'on voit que des personnes vont développer certains mécanismes qui vont les protéger. Quels sont les facteurs qui participent à cette protection? Vous voyez, il y a toute cette dimension qui est tout à fait passionnante. Et je me demandais, dans vos recherches par rapport à l'imagerie cérébrale, qu'est-ce qu'on peut regarder par rapport à ça? Comment est-ce que la mémoire, elle est visuellement visible? Je ne sais pas si c'est clair. Non, mais c'est une très bonne question parce que, en fait, en décembre 2015, je dis bien décembre 2015, quand on a réfléchi avec Denis Péchanski et avec un jeune chercheur qui travaille à Caen dans l'équipe qui s'appelle Pierre Gagnepin, qui joue un rôle très important dans ce programme, en fait, on a réfléchi à quels seraient les éléments importants de cette étude 13 novembre, avant même qu'elle soit démarrée. Vous voyez. Et donc, il y avait cette étude 1000 auquel on tenait beaucoup, parce que c'était la dimension sciences sociales au long cours, avec l'aspect longitudinal sur lequel on a déjà évoqué ce point. Et puis il y avait une dimension qu'on a rajoutée de cercle concentrique, c'est-à-dire que les personnes qui sont au centre de l'événement traumatique, puis progressivement on s'éloigne pour aller dans différentes villes de France, c'est-à-dire des personnes qui ont certes assisté au traumatisme, mais par médias interposés. Donc cette dimension-là nous paraissait extrêmement importante. Et puis pour la partie biomédicale, où là on allait pouvoir examiner une partie du corpus, c'est 200 personnes, ce qui est déjà beaucoup. On ne pouvait pas voir les 1000 personnes, c'était impossible matériellement et financièrement de voir les 1000 personnes. Donc on a sélectionné des personnes qui étaient au plus proche de l'attentat, puis des personnes qui étaient plus loin de l'attentat, qui deviennent des sujets contrôle en quelque sorte. Et là on s'est dit, ce qui va être très important, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau et les conséquences sur le fonctionnement du cerveau de cet événement potentiellement traumatique pour certaines personnes. Et ce qui était le plus facile pour nous en 2015, c'était d'utiliser l'IRM cérébral. Donc l'IRM, on l'a utilisé de différentes façons. On l'a utilisé d'abord de façon structurale, c'est-à-dire qu'on mesure des régions du cerveau, la taille de certaines régions du cerveau, et on le mesure de façon longitudinale. Et on observe effectivement des modifications de la structure du cerveau, et notamment des régions qui sont impliquées dans la mémoire. Et il y a une région qui est très importante qui s'appelle les hippocampes. Et donc on voit des modifications de certaines parties des hippocampes qui sont liées donc au fait de vivre cet événement et les conséquences d'avoir vécu cet événement. Et puis il y a sans détailler toutes les explorations que nous faisons, nous avons cherché à comprendre les mécanismes des intrusions. Ça nous paraissait vraiment très important parce que c'est un petit peu le cœur du syndrome psychotraumatique. Alors, par contre, ce n'était pas facile parce que sur un plan éthique, bien entendu, nous n'allions pas montrer aux personnes qui avaient vécu les attentats de Paris des scènes de ces attentats. Ça c'était absolument impossible. Donc il fallait trouver un moyen pour mesurer les intrusions sans présenter des scènes traumatiques.
Et le choix a été fait sur un paradigme qui s'appelle le paradigme think no think, penser ne pas penser. Donc il y a un paradigme de psychologie expérimentale qui consiste à faire apprendre aux personnes, donc aux participants à l'étude, des duos de concepts. Par exemple, bateau, maison. Alors, le premier est présenté sous la forme d'un mot écrit, et puis le deuxième sous la forme d'une image. Et on fait apprendre comme ça, apprendre et surapprendre, 75 duos de concepts. Et une fois qu'on vérifie donc cet apprentissage, ça veut dire que l'apprentissage devient en quelque sorte irrépressible. C'est-à-dire que quand vous voyez le mot écrit bateau, vous voyez dans votre tête la maison. Vous voyez l'image de la maison. Ça devient quelque chose que vous ne pouvez pas réfréner, ou en tout cas très difficilement. Donc on a fait ça. Et puis une fois que les personnes avaient appris, donc les personnes entraient dans l'IRM, et là, il y a plusieurs conditions expérimentales sur lesquelles je ne m'étends pas, mais la condition qui était importante, c'était de montrer à nouveau le mot, soit écrit en lettres vertes, c'est comme un feu vert, donc la personne laissait venir l'image. Donc nous en imagerie cérébrale, on visualise les régions du cerveau qui sont impliquées dans la visualisation de cette image. Puis il y avait une autre condition, qui est la condition en fait la plus importante, où le mot est écrit en lettres rouges. Donc rouge, on s'arrête, on met le pied sur le frein quand il y a un feu rouge. Et donc le but, c'était d'inhiber la survenue de l'image associée au mot. Si c'est le mot bateau qui suscite l'image de la maison, il fallait tout faire pour réfréner l'image de la maison. Et c'est la capacité, vous voyez, d'inhiber ou de ne pas inhiber les intrusions qui surviennent à la conscience. Et en fait, l'article publié dans Science, c'est ce qu'il montre. Donc ça, c'est le travail que nous faisons de façon répétée, donc en 2016, en 2018, en 2022, donc à 3 reprises. Et cette fois-ci, lors de la 3e phase, nous avons ajouté une nouvelle modalité d'imagerie. C'est une technique qui est différente, qui s'appelle la tomographie par émission de positons, donc qui consiste à injecter un produit marqué aux participants volontaires. Donc là, c'est une étude qui est faite sur un groupe plus petit de personnes, soit des personnes qui sont résilientes, c'est-à-dire qui d'emblée n'ont pas eu de troubles de stress post-traumatique, soit au contraire des personnes qui conservent ce syndrome. Et bien sûr qui sont volontaires, dans tous les cas ce sont des personnes volontaires. Et on mesure cette fois-ci l'activité d'un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Alors là, vous voyez, on n'est plus dans une considération des grands systèmes cérébraux, vous voyez, des grandes structures cérébrales et comment elles interagissent les unes avec les autres, mais on s'intéresse de façon complémentaire aux échanges qui ont lieu au niveau des synapses, c'est-à-dire au niveau des connexions entre les neurones, entre les cellules du cerveau. Et donc ça, c'est très important parce qu'on sait que le GABA, il est impliqué dans les mécanismes d'inhibition. Donc ce qui nous intéresse là, c'est de visualiser in vivo, pour la première fois, ces mécanismes fonctionnels ou non fonctionnels chez les personnes qui ont vécu ces attentats. Alors là, on se rapproche beaucoup plus, vous voyez, de mécanismes de physiologie fine qui sont aussi proches de mécanismes pharmacologiques. Parce que le produit qui est injecté, c'est ce qu'on appelle un radiopharmaceutique, vous voyez, qui nous permet vraiment de comprendre les échanges entre les synapses. D'accord. Et grâce à tous ces examens, vous avez, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais comment est-ce que du coup vous voyez cette interaction quand le patient réussit ou non, par exemple, à vouloir faire venir l'image ou la bloquer? Comment est-ce que ça se visualise cet effet-là Alors c'est peut-être là la partie la plus difficile parce que on ne va pas le voir forcément chez une personne isolée. On a besoin de faire des analyses qui sont en aval, qui sont des analyses assez complexes. On travaille sur des petits groupes de personnes on va rassembler. On fait des statistiques en fait. On fait des statistiques plus ou moins sophistiquées, plus ou moins complexes. On va mettre en relation ces données d'imagerie avec d'autres types de données. Et on va exprimer cela sous la forme de graphes, sous la forme d'images colorées, vous voyez, mais qui sont une façon
en fait, de rendre compte de données chiffrées, souvent extrêmement complexes, extrêmement diverses. Et c'est une façon de rendre compte de ce qu'on observe. C'est différent d'une radiographie, vous voyez, qui montre, par exemple, une lésion, une radiographie pulmonaire, qui, vous voyez, qui est une photographie quasi immédiate. Là, les analyses que l'on fait, elles portent déjà sur des groupes de personnes que l'on compare dans des situations, des groupes de personnes et des groupes de situations expérimentales qui sont aussi diverses. Alors, notre rôle, il est de transmettre ces découvertes à la communauté scientifique qui a ses codes. Donc, on essaye de publier ces travaux dans les plus grandes revues. Je citais le Science, mais derrière, il y a eu d'autres travaux publiés dans des très grandes revues comme Nature Communications pour le plus récent. Et puis ensuite, on a aussi un travail plus de médiatisation auprès des étudiants, qui ne sont pas forcément des étudiants en neurosciences, qui peuvent être des étudiants d'horizons extrêmement divers. C'est des échanges aussi au niveau du grand public. On fait des conférences. L'INSERM nous aide. Le PHE, là, c'est ce que je suis en train de faire tout de suite. Le but, c'est aussi d'échanger aussi avec tous les partenaires, tous les soutiens institutionnels et individuels, et y compris avec les participants aux études. On a une newsletter qui paraît tous les 6 mois. On essaie d'expliquer aussi au mieux ce qu'on fait et ce qu'on va faire, puisque c'est le principe du programme 13 novembre, c'est aussi d'évoluer, c'est-à-dire de capitaliser les données acquises, les résultats publiés, mais aussi d'évoluer. Par exemple, l'étude GABA que je viens d'évoquer en tomographie par émission de positons, elle n'était pas prévue au premier temps de l'étude, c'est au 3e temps de l'étude qu'elle est mise en place. Et il y a aussi une étude qui est prévue chez les enfants des victimes, qui va se mettre en place aussi après la 3e phase, qui devrait démarrer bientôt. Donc il y a des enseignants-chercheurs de l'école pratique de hautes études qui contribuent. Il y a notamment Bérangère Guillery pour cette étude chez les enfants. Et puis Michael Lenné qui gère toute la partie neuropsychologique. Donc des études qui sont menées depuis la première phase, donc avec des résultats qui sont extrêmement intéressants, qui sont déjà publiés. Et il y a également des étudiants de l'école pratique des hautes études qui sont impliqués, notamment Florent Ambroise qui est en thèse cette année. Et puis j'ai déjà cité Fanny Desjail qui avait fait sa thèse avant, c'était même avant le 13 novembre. Puis il y a d'autres étudiants qui contribuent ponctuellement, des postdoctorants aussi qui ont contribué. Je ne peux pas tous les citer. Il y a aussi des personnels de la recherche qui jouent un rôle important. Donc en tout, quand les programmes sont mobilisés, c'est à peu près 200 personnes qui travaillent sur le programme. Vous voyez, c'est presque une unité de recherche qui est composée de différents groupes, ici et là, à Paris, à Caen, à Montpellier, à Metz, et puis il y a d'autres collègues qui nous rejoignent un petit peu partout, qui viennent analyser les données. C'est un peu le principe, c'est-à-dire que notre rôle à Denis Péchanski et à moi, c'est de coordonner l'ensemble, le fait que les données soient recueillies dans les meilleures conditions, avec évidemment le respect des personnes, que ce soit les participants, que ce soit les personnels de la recherche, que tout soit fait dans les meilleures conditions. Et puis ensuite, pour l'analyse des données, il y a des collègues d'équipes diverses qui nous rejoignent et qui analyseront ces données, et certainement encore pendant de longues années. Et peut-être une question ouverte, est-ce que vous pensez que tout ce processus, toute cette recherche peut aider par conséquent d'une certaine manière certains patients par rapport à leur syndrome post-traumatique, ou même pas forcément ces patients-là, mais que ça les aide un peu dans leur parcours? Alors cette recherche, c'est une recherche, vous l'avez compris, à la fois socio-psychologique, biomédicale. C'est pas une recherche thérapeutique et c'est pas une recherche
pour vocation de soigner les gens. Il faut bien préciser ça. Bon, pour autant, et on l'a dit au début de notre entretien, la mémoire, elle est partagée et ce sont des moments de partage qui sont très forts. Que ce soit lors de l'étude 1000, les entretiens de l'étude 1000, ces longs entretiens, à l'INA, dans un cadre quand même très particulier. L'étude biomédicale Remember, ce sont aussi des échanges. Ça dure 2 jours, le séjour à Caen, avec différents entretiens médicaux, psychologiques, l'imagerie cérébrale, les machines, des personnels de la recherche qui sont évidemment très compétents, des locaux un peu symboliques, l'université, le fait que ce soit la ville de Caen. Bon, juste pour l'anecdote, ce sont des chauffeurs de la ville de Caen avec les voitures de la ville de Caen qui viennent accueillir les participants à la gare, qui les emmènent à l'hôtel ou au laboratoire. Il y a tout cet aspect-là et c'est vrai que ça on l'a bien vu, on le vit, hein, il y a une forme d'attachement au programme donc, qui est exprimée par les participants. Ils l'écrivent, le fait qu'ils changent de statut, qu'ils deviennent acteurs de quelque chose qui au départ avait aucun sens et puis qui progressivement prend du sens parce qu'ils participent eux-mêmes à cette construction d'une connaissance. Donc oui, je pense que bien évidemment ça a un effet sur la mémoire, et ça a un effet sur eux-mêmes. Et nous, notre rôle, c'est de bien faire notre travail au fil du temps, et à chaque fois qu'on les accueille, de faire au mieux. Et effectivement, je pense qu'entrer dans une dynamique comme ça de construction d'une œuvre collective qui donne du sens, je pense que ça peut aider les gens, même si c'est pas enfin je le redis, c'est pas l'objectif. On n'est pas thérapeute, hein, on se présente pas du tout comme thérapeute, mais c'est plus la construction collective de ce programme de recherche qui, pour les volontaires, peuvent effectivement donner du sens avec peut-être même, alors c'est un mot qui est assez fort, hein, une forme d'attachement des participants au programme. Bien, merci beaucoup pour cette conclusion.